Bonjour à tous, bonjour Jacques, bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour à tous. Donc en cette nouvelle année, on se devait de faire un éclairage de Jacques Cheminade sur la situation internationale et la crise au Proche et au Moyen-Orient aujourd'hui. Jacques, tu vas développer notamment sur ce qui s'est passé dernièrement avec l'assassinat de Qassem Soleimani. La première question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale? On est dans une situation extrêmement dangereuse. Parce qu'il y a un tonneau de poudre qui existait déjà, et maintenant, on a allumé la mèche. C'est là le danger. Et de proche en proche, on peut aller vers une guerre. Les peuples en Occident sont généralement inconscients de cette situation. Donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi la situation est si grave. D'abord, le président Trump a pris la décision d'assassiner Qassem Soleimani, qui est à la fois un chef de guerre et un stratège extrêmement populaire en Iran. Les Iraniens réagissent en disant on va se venger, mort à l'Amérique, mort aux intérêts coloniaux, impériaux. Donc on a cette situation de tension. Trump est allé très loin. Il a dit si les Iraniens, à leur tour, répliquent, eh bien, d'une part, il a dit le samedi 4, donc janvier, je m'en prendrai à 52 sites iraniens soigneusement choisis et je bombarderai le patrimoine culturel iranien. Pompeo a essayé de calmer le jeu le 5 en disant, Pompeo qui est le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères, il a dit oui mais nous agirons dans un cadre légal. Et Trump, sur Air Force One, ensuite, sur l'avion présidentiel américain, a été interrogé par des journalistes et il a déclaré on leur permet de tuer les nôtres, on leur permet de torturer et de mutiler les nôtres, on leur permet d'utiliser les bombes pour faire exploser les nôtres, et on n'a pas le droit de toucher à leur site culturel, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est quelque chose qui relève, ici, du viol d'engagement américain. Oui, Oui, c'est illégal. Parce que justement, il y a une question que ça pousse à la confusion totale, puisque les Américains eux-mêmes ont signé les conventions de La Haye de 1954 et l'UNESCO en 1972 pour la préservation des sites culturels. Et même le Pentagone a son propre manuel, ça s'appelle la loi de la guerre, qui notamment prédispose à la préservation des sites culturels. Donc là, c'est complètement... Enfin, c'est des déclarations qui jettent de l'huile sur le feu, mais qui représentent vraiment un... Non seulement, c'est de la barbarie. Bah oui, C'est dans la barbarie, dans un état de barbarie. Alors, il y a les Veterans Intelligence Professionals for Sanity. Ce sont, et c'est très intéressant, des professionnels des services de renseignement américains. For Sanity, ça veut dire pour la rectitude, pour la santé mentale. pour revenir à la raison, quoi. Ils se sont réunis à partir de 2003 en disant on a monté une guerre de toutes pièces contre l'Irak, contre Saddam Hussein à l'époque, sans tenir compte de nos informations. Donc nous allons développer nos informations. Et ce qu'ils disent maintenant, c'est on est dans une situation qu'on peut comparer à celle qui s'est développée après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, fin juin 1914, et qui a entraîné de proche en proche, en escalade successive, la guerre. Pourquoi? Parce que les chefs d'État ont avancé comme des somnambules, c'est le terme, sans savoir où ils allaient. Et là, Scott Ritter, qui a été celui qui, entre les dates exactes, c'est 91 et 98, 1991 et 1998, Scott Ritter, qui s'est occupé de toutes les questions d'inspection des armes en Irak. Scott Ritter, aujourd'hui, dit, on avance somnambule dans l'ignorance totale de ce que signifiait Qassem Soleimani pour les Irakiens et les Iraniens, et on avance vers un désastre si on continue de cette manière. Donc on en est là. Alors, pourquoi c'est grave? Il faut bien voir le contexte. Le contexte, c'est d'abord celui d'un risque imminent d'effondrement du système financier et monétaire transatlantique occidental. C'est toujours ce qui est en toile de fond. C'est la première chose, qui est en toile de fond. Et c'est une des raisons pour lesquelles on essaye d'organiser différentes opérations sanglantes, criminelles, de diversion. Oui, l'autre, c'est qu'il y a un coup d'État contre la présidence américaine. Et le président Trump, dont on connaît, disons, la psychologie, le président Trump se trouve coincé entre d'un côté des démocrates qui veulent le destituer et qui disent il ne faut plus qu'il soit là,
bien que par ailleurs, ils soutiennent l'agression vis-à-vis, pour la plupart d'entre eux, l'agression vis-à-vis de l'Iran. Et il est coincé entre eux, et des républicains qui soutiennent Trump, mais qui sont des va-t-en-guerre, néoconservateurs, qui disent vas-y, vas-y, vas-y. Donc le président Trump est livré à un état, disons, psychologique, dans lequel il est porté à la fuite en avant. Et c'est ça le très grand danger, de proche en proche, dans le monde. Parce que tu disais que c'était une décision personnelle de sa part, ce que tu disais au début, mais évidemment dans un contexte où il est... Le secrétaire d'État Pompeo lui-même est un bel hypocrite, parce que lui-même avait depuis longtemps présenté un dossier à Trump disant une des options peut-être utiles serait d'éliminer Qassem Soleimani. Ça c'est Pompeo, tu veux dire. Pompeo. Ouais. Mais comment t'expliques, Jacques, tu disais, puisque là on a allumé la mèche d'une poudrière au Moyen-Orient, comment t'expliques ce que tu disais un petit peu, c'est-à-dire cette absence de compréhension des Occidentaux, du danger immédiat. On voit partout sur Internet, oui, c'est les cowboys, ils se battent ensemble. On voit même sur les tweets que tu as fait récemment, plein de commentaires de gens qui prennent pas ça au sérieux, en fait. Parce qu'ils sont irresponsables. Ouais. On a développé dans la population une espèce d'état où on contemple la réalité comme si c'était un grand jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Et un jeu vidéo dans lequel il y a des morts en images, mais pas des morts en réalité. Ouais. Là, les morts sont là. Ils sont là. Et évidemment, le général Soleimani n'était pas un enfant de cœur. Hein. Il a été responsable de plusieurs opérations dans lesquelles des Américains ont été tués. Mais on n'élimine pas quelqu'un de cette manière, surtout lorsqu'il n'y a pas d'état de guerre. C'est pas possible de faire une chose pareille sans déclencher une suite d'événements qui peuvent devenir très rapidement incontrôlables. Alors, c'est d'autant plus grave que certains, comme Max Blumenthal aux États-Unis, qui est un commentateur sérieux, disent que Soleimani, en fait, était auprès du Premier ministre irakien, Al-Mahdi, dans une situation, disons, où il cherchait à calmer le jeu dans la région. Ah oui, et Soleimani, c'est celui qui a combattu Daesh, hein, en plus. Est-ce que tu Donc peux voilà ce qu'on tue. Peut-être rentrer dans les détails, parce qu'il y a des gens qui disent Soleimani, il était méchant, il était, certains disent il a combattu Daesh, d'autres disent qu'en même temps c'est un héros national d'un certain point de vue, d'autres disent que c'est quand même un radical qui veut imposer un arc chiite dans toute la région. Enfin, c'est assez compliqué. Ceux qui jugent de cette façon, ami, ennemi, gentil, pas gentil, tombent dans le piège. Oui, c'est ça. Un piège dans lequel, en politique, il ne faut jamais tomber. En politique, il faut penser aux responsabilités et aux conséquences des actes qu'on a entrepris, et c'est là qu'on ne pense pas aux conséquences, on ne voit pas. Il y a une très grande difficulté dans les peuples occidentaux de voir comment on pense ailleurs, en France en particulier. On n'a pas cet effort de voir comment le monde est vu de l'extérieur par rapport à ce que font les pays, je dirais, occidentaux en général. Il y a un filtre médiatique. Il y a un filtre médiatique. Il y a un filtre médiatique. Et c'est très intéressant, par exemple, que Lawrence Wilkerson, qui était celui qui était auprès de Colin Powell, le secrétaire d'État américain à l'époque, qui avait justifié par les armes de dissuasion massive l'intervention américaine en Irak. Et il dit, Wilkerson lui-même, aujourd'hui la même chose risque de se produire avec un montage de même nature, c'est très dangereux. Et moi-même, j'aurais dû démissionner en 2003, où il était auprès de Colin Powell. Donc, ça montre tout le danger de la situation dans laquelle on se trouve. Alors, l'autre élément, en dehors de l'affaire, pour savoir si Soleimani était là pour calmer le jeu ou pas, l'autre élément qui est beaucoup plus important, c'est que le Premier ministre irakien était allé en Chine, c'était en septembre, c'était très exactement entre le 19 et le 23 septembre 2019, et qu'ils étaient prêts à signer, ou qu'ils ont signé d'ailleurs, un protocole d'entente entre l'Irak et la Chine. Pourquoi ? C'était en gros pétrole contre développement. C'est-à-dire que les Chinois achetaient du pétrole irakien, ce pétrole était émis dans un fonds que les Irakiens utilisaient pour développer leur pays, aidés par les autorités chinoises. Et les Chinois, de leur côté, constituaient quelque chose avec une autorité chinoise qui s'appelle Sinosure, c'est-à-dire c'est une autorité chinoise de garantie des exportations et de garantie du crédit, qui allait accorder, en plus de ce fonds, du crédit sur cette base à l'Irak pour sa reconstruction. On parlait de 10 milliards de dollars, 20 milliards de dollars, 30 milliards de dollars.
excuse-moi la question naïve, mais en quoi ça a un rapport justement avec... Parce que reconstruire l'Irak, c'est créer les conditions de la paix. D'accord. Et assassiner Soleimani, c'est créer les conditions de la guerre. Voilà, Et c'est deux surtout choses totalement opposées. Et qui a intérêt à la guerre? Qui a intérêt à la guerre? Ceux qui essayent de conserver leur pouvoir et qui sont les mêmes, disons les mêmes intérêts, disons de cette dictature financière qui cause le système, l'effondrement du système financier et monétaire occidental, et qui veulent garder ce système, et qui savent très bien que sans cette fuite en avant et sans cette politique agressive, leur pouvoir serait contesté, y compris au sein des pays occidentaux. Puis ils savent aussi qu'il y a un mouvement social qui se développe, un mouvement social extrêmement important. On parle beaucoup de choses qui se produisent dans certains pays, mais moins de ce qui se passe au Chili, par exemple. Et il se passe des choses, des mouvements sociaux au Liban, en Irak, en Iran. En Iran, il y a eu une répression. Alors on dit, ces gens s'étaient révoltés, le général Soleimani, un méchant, a organisé, disons, la mort ou organisé la répression qui a tué 500, 600, 700, plusieurs centaines d'Iraniens. Peut-être, mais en même temps, combien d'Irakiens ont été tués à cause d'interventions américaines? Irakiens, on pourrait dire des centaines de milliers, 1 million, disent certains. Oui, bien sûr. Donc, et 20 000 soldats américains environ. Donc, qui sont les criminels? Et on peut juger dans cette affaire que tout le monde est impliqué dans des choses terribles. Oui, mais très il faut juger la grandeur relative des crimes respectifs. Et que penser notamment de la dernière résolution votée par le Parlement irakien demandant le retrait des troupes américaines, ou en tout cas le non-envoi de nouvelles troupes? Alors, c'est très intéressant, parce que si on regarde les choses formellement, comme font les juristes, la résolution votée par le Parlement irakien, on dirait, n'a pas force de loi. C'est simplement une résolution votée pour que le Premier ministre Al-Mahdi, qui n'est plus... c'est un gouvernement démissionnaire, il n'a plus le pouvoir, qu'il ordonne le retrait de ses troupes américaines. Mais la vraie question, c'est que ces troupes américaines doivent partir. Parce qu'aujourd'hui, après ce qui s'est produit, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Protéger leur base et se rendre impopulaire auprès de tout le monde dans la région. Et donc se mettre en danger et créer le danger pour les autres. Étincelle. Oui. Alors, c'est intéressant de ce point de vue de voir que Trump est allé très loin. Et ouais, si on part, il faudra que les Irakiens payent, on a fait des bases, on a fait des choses. Et voilà que l'envahisseur, voilà que l'agresseur, demande à l'agressé de payer. Il y a un exemple pour nous de cela. Oui, ça s'appelait la Seconde Guerre mondiale. Le traité de Versailles? Non, ça s'appelle Hitler et l'occupation des forces nazies de la France. On a fait payer à la France pour l'invasion nazie. C'est une comparaison que certains jugeront excessive, mais la logique est la même. Implacablement, on ne peut pas la contester. Mais Jacques, tu parlais de la Chine, parce que c'est quand même important, parce que souvent on dit, voilà, on croit se battre pour son pays, il y a un sentiment comme ça qui monte. Et en fait, on se rend compte qu'on se bat pour des industriels, comme le dit le truc. Et derrière ce combat entre la Chine, on sait bien que les États-Unis ne sont pas intervenus en Irak, en Afghanistan, etc., pour la démocratie dans le monde. Ouais. Donc ça a été pour des ressources qui comptaient se payer sur la bête et sur la destruction entière du Moyen-Orient. Oui. Donc cette opposition avec la Chine aujourd'hui... Le comble de l'hypocrisie a été ces interventions diverses. Sous prétexte de la responsabilité de protéger, comme on l'a dit. Ouais. Protéger qui? Protéger les intérêts financiers et cette dictature qui règne, qu'on appelle l'ultralibéralisme, néolibéralisme, ordolibéralisme en Allemagne. C'est une dictature financière, ou blairisme. Blair étant un des pires, parce qu'il a joint à l'hypocrisie, à la cupidité. Vous savez qu'il s'enrichit énormément avec ses présentations payées par les monarchies du Golfe ou d'autres. Donc on a une situation extrêmement dangereuse et qui peut dégénérer à tout moment. C'est ce que soulignent les uns et les autres. Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, a déclaré « Si les choses avaient été comme elles devraient être en droit international, le président Trump et les Américains auraient dû saisir les Nations Unies, demander une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité. » Oui, ça. Paf, on a frappé sans rien. Sans même consulter d'ailleurs le Congrès américain. Alors qu'il n'y a même pas de preuve en tant que telle d'une menace, non, il y avait suspicion, mais pas de preuve. On disait que Soleimani préparait une agression contre les Américains de grande envergure. Il n'y a aucune preuve de cela.
je ne peux pas en juger moi-même, je ne suis Oui, pas c'est juste. dans le secret des uns et des autres, mais il n'y a aucune preuve pour l'instant, en tout cas. De cela, les Américains n'ont apporté aucune preuve. Ils interviennent avec une force brutale, sans considérer les conséquences de leur acte. Et c'est là qu'il y a un risque de guerre, de proche en proche. Et à ce titre-là, disons, quelle solution on peut envisager? Alors c'est là la chose essentielle, bien sûr, à dire. Madame El Gazeb Larouche, Voilà. qui préside l'Institut Schiller International, a dit il faut que se réunissent au moins, de toute urgence, les trois grands chefs d'État des pays impliqués, la Chine, donc la Russie et les États-Unis. Et qu'ensemble, ils prévoient une situation où on assure une sécurité par le développement économique. Alors, évidemment, on peut aller très loin. On peut dire, c'est ce que les Chinois ont réussi au Tibet et au Xinjiang. Puisque, par le développement économique, ils ont arrêté le terrorisme, ce qui est vrai. Comment ils l'ont fait est une autre question, mais dans laquelle les Occidentaux ont essayé par tous les moyens d'attaquer, de critiquer, de détruire l'image de la Chine. Ben non. Ici, qui a tué? Qui a causé des centaines de milliers, des millions de morts? Les opérations occidentales. En Irak, De déstabilisation. la déstabilisation de l'Iran. C'est De la terrible Libye, ce qu'on fait à de l'Iran. La Et Libye bien a sûr, la Libye. déstabilisé tout le Moyen-Orient. La La Libye. Syrie. Avec maintenant Erdogan qui veut intervenir en Libye. D'autres interviennent d'un autre côté. Erdogan intervient avec le gouvernement dit officiel de la Libye, celui de Tripoli. D'autres soutiennent le général Haftar. Bref, si on rentre dans ce détail de choses, de sanctions, de contre-sanctions, de violences faites aux uns et aux autres, d'occupation, d'intérêt, disons à Erdogan ou aux Libyens, à arrêter ces gens, ces migrants qui vont venir. Si on voit un continent comme l'Afrique, composé essentiellement de jeunes, si on voit ces jeunes comme des gens qui risquent d'envahir notre territoire, on ne comprend plus rien, n'a rien. Il faut développer ces pays, il faut assurer une croissance. Et c'est là ce que De Gaulle appelait la détente, l'entente et la coopération. C'est cela qui doit réunir les principaux pays du monde. Et nos dirigeants, Merkel ou Macron chez nous, devraient pousser à ces réunions. Ils ne font pas. Ils font rien. Ils n'organisent pas cela. C'est intéressant parce que quand tu y réfléchis, tu regardes l'Afrique aujourd'hui, c'est tous les conflits qu'il y a, c'est l'héritage du Congrès de Berlin de 1885. On a divisé toutes les grandes civilisations africaines en petits bouts qui continuent à se battre jusqu'à aujourd'hui. Et si tu regardes, il y a eu les accords de Sykes-Picot aussi en 1916. Même chose. On a Divisé pour divisé régner. Le les Moyen-Orient, peuples arabes, tout on ça. a mis un protectorat français ici, anglais, enfin on a tout mélangé. Et aujourd'hui, ce que ne font pas les dirigeants français, c'est de revenir à cet esprit de Westphalie, comme dit Elga, l'esprit du traité de Westphalie, c'est-à-dire de sortir de toute la géopolitique qui a Parce été que créée au XXe siècle. un jour, ce que disait Poniatowski, Michel Poniatowski, qui Oui. représente, qui est un grand reflet de ses intérêts, il disait, dans mon enfance, ce que j'aimais, c'est prendre des fourmis rouges et des fourmis noires, les mettre ensemble, voir comment elles se battaient. C'est cette politique qu'on a suivie, que tu décris. Aujourd'hui, C'est cela. on est dans Et c'est une l'héritage de politique ça. qui est celle de l'Empire britannique. Ouais. Et le problème, il faut le dire, Les il Français. faut aller au cœur, c'est cet empire britannique, ou cette vision oligarchique de l'empire britannique, qui a muté dans un empire mondial, maintenant, avec les paradis fiscaux et le reste. La City, grande lessiveuse de l'argent sale du monde. Tout cela a constitué un ensemble qui a intérêt pour garder son pouvoir, qui ne peut pas construire, qui ne peut pas développer, a intérêt à diviser pour régner, et en même temps à créer partout un risque de guerre, un peu comme un monstre dont Oui, les aujourd'hui. conséquences des actes peuvent à tout instant dégénérer, pour garder son pouvoir par le chantage. Disons, cet héritage de l'Empire britannique, comme on l'appelle, c'est un peu ce qu'exprime la déclaration conjointe de Merkel, Macron et Alors, Boris Johnson. je vais la sais pas lire si- parce qu'elle est terrible. La déclaration conjointe est du 6 janvier. Auparavant, le 5 janvier, Macron avait fait, le président de la République, avait fait une déclaration après s'être entretenu avec Donald Trump. Et il a dit, face à la récente montée des tensions en Irak et dans la région, le président de la République, c'est le communiqué de l'Élysée, a souligné son entière solidarité avec nos alliés face aux attaques perpétrées ces dernières années contre les emprises de la coalition en Irak. Il a exprimé sa préoccupation
concernant les activités déstabilisatrices de la force Al-Quds sous l'autorité du général Qassem Soleimani. Donc après le meurtre de Soleimani, il blâme ce qu'a fait le général Soleimani. Lui-même, ouais. On pourrait, moi c'est l'idée, ce que disait Boris Vian qui me vient à l'esprit, je vais cracher sur vos tombes, on a l'impression qu'on crache sur la tombe de quelqu'un. Alors ce quelqu'un est ce qu'il était, hein, c'était pas un enfant de cœur, encore une fois. Mais on crée une situation extrêmement dangereuse, parce qu'un peuple l'identifie comme son héros. Au Liban, qui est un pays qui nous intéresse beaucoup, Nasrallah, qui est le dirigeant du Hezbollah, il a rencontré Soleimani au début de l'année, Et il montre une photo où Soleimani et lui sont ensemble et posent le baiser sur le front. Donc c'est un signe très fort dans le pays du Proche-Moyen-Orient. Donc c'est très grave, parce qu'en chaîne, on provoque des effets qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Alors maintenant, pire que la déclaration de Macron, c'est celle conjointe du président de la République française, la chancelière fédérale d'Allemagne, et du Premier ministre du Royaume-Uni, qui disent « Nous avons condamné les récentes attaques contre les emprises de la coalition en Irak », donc on reprend le langage de Macron, et sommes gravement préoccupés. Préoccupés par quoi? Par le rôle négatif joué par l'Iran dans la région, en particulier par la force Al-Quds sous l'autorité du général Soleimani. Cela revient pratiquement à endosser l'assassinat du général Soleimani. Et cette déclaration ajoute « La désescalade est maintenant nécessaire. Nous appelons toutes les parties à agir avec retenue et responsabilité. Le cycle actuel de violence en Irak doit s'arrêter. » Alors là, on joint à, disons, l'arrogance et la destruction, on joint l'hypocrisie. Et c'est une hypocrisie mutuelle assurée entre dirigeants européens qui sont absolument incapables de développer de façon indépendante quelque chose conforme aux intérêts nationaux de leurs différents pays. Pour terminer, dans un certain sens, quel type d'appel tu lancerais aux Français par rapport à cela, par rapport à cette situation critique, et quel type de mobilisation on va mener? Nous avons ici en France un chef de l'État, un président de la République, qui pratique l'exercice solitaire du pouvoir, le plus solitaire de la Ve République. Donc cet homme, à la fois dans la politique intérieure et dans la politique internationale, est un problème pour notre pays. Donc je dirais, il faut intervenir à l'échelle internationale. La France devant jouer un rôle autre que celui que joue Macron. La France devant jouer un rôle de catalyseur, d'inspirateur, pour une réunion des principaux chefs d'État, pour une politique de développement mutuel à l'échelle du monde. Et nous menons une campagne internationale actuellement, avec nos amis partout dans le monde, nos militants partout dans le monde, ceux qui sont nos amis, pour cette politique-là, pour que très rapidement, il y ait un sommet. Alors, on avait dit, il y a quelque temps, que le président Trump devrait aller fin avril à la rencontre sur l'Elbe, à la célébration de la rencontre sur l'Elbe. Et le 9 mai à Moscou, pour la célébration de la victoire. Macron a dit qu'il irait le 9 mai à Moscou. Très bien, mais avril et mai, c'est loin. Trop loin. Et entre-temps, il peut se produire beaucoup de choses. D'où il faut une réunion immédiate de ces principaux chefs de l'État, car la situation dans le monde qui a été créée, auparavant, dans un contexte historique, nous avons des amis qui ont développé ce contexte historique par lequel on est arrivé là, le tonneau de poudre. Mais maintenant, on a allumé la mèche. Donc, il faut absolument faire quelque chose pour éteindre la mèche. Et on ne peut pas l'éteindre en disant on est négatif, on va ensemble éteindre la mèche. Il faut un programme positif qui permette de développer quelque chose qui soit autre qu'un tonneau de poudre. Voilà. On vous appelle, vous citoyens, à vous joindre à nous, à cette bataille, à cette campagne pour ce lobby citoyen contre le lobby financier et sa géopolitique, et pour une politique de paix. Donc, joignez-vous à nous. Merci Jacques, merci Sébastien, merci Jacques. Et à très bientôt. Merci à ce que vous ferez tous. Pour un nouvel éclairage. Merci à vous.